Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Bastien Vesper. Depuis quelle ville et à quelle heure me regardez-vous? Abonnez-vous et laissez un j'aime pour ne pas vous perdre dans les ténèbres. Maintenant, préparez-vous. L'histoire commence. Le silence des linéaires, nuit sous la coupole d'étain, France, aujourd'hui. L'air dans ce centre commercial, abandonné et stagnant, gélidé, et exhale une odeur de poussière de plâtre, de caoutchouc brûlé par le temps, de carton humide et le parfum nacre du métal qui s'oxyde dans l'ombre. Je m'appelle Marc-Antoine. Je ne suis ni un agent de sécurité ni un pilleur. Je suis le technicien en diagnostic structurel chargé d'évaluer la stabilité des dalles avant que les pelleteuses ne viennent tout raser. Ma vie s'écoule entre les inclinomètres, les relevés de fissures et le silence sépulcral de ces nefs marchandes où la foule n'est plus qu'une trace thermique effacée. Je ne cherchais aucune épiphanie. J'étais un gardien des mesures, un observateur de la fatigue des matériaux, dans un monde qui oublie ses propres ruines modernes. Je me trouvais dans l'allée principale, juste sous la coupole de polycarbonate fendu, vérifiant l'aplomb d'un pilier de soutien, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas de sirène d'alarme. Au lieu de cela, toute la structure de béton et les boutiques vides se teintèrent d'un gris perle profond et iridescent, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une substance minérale et immobile. Ce n'était pas un effet de la lune. Le bourdonnement lointain de la rocade nantaise ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner les carrelages décollés et mes propres instruments comme les cordes d'une harpe de schiste géante. Le Grand Mail cessa d'être une carcasse commerciale. Il se métamorphosa en un vortex de la dématérialisation finale. Le temps s'étira comme la chute lente d'une plume dans le vide. Au centre de la place centrale, là où trônait autrefois une fontaine, se matérialisa une présence. Ce n'était pas une entité spectrale, c'était l'arpenteur de l'oubli consenti, un être qui paraissait fait de ciment liquide, de lumière cendrée et du silence d'un compte bancaire définitivement clos. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie de granit gris qui absorbait le moindre reflet de ma lampe. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme structurel et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du hangar semblable à du quartz pur. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été formées par la géométrie froide des angles droits. Cet être n'avait aucune intention de m'effacer ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'une spoliation définitive. Dans un appartement de la banlieue proche, un ancien directeur de rayon venait de s'éteindre. Un homme qui avait passé 40 ans à organiser la disposition des marchandises sans jamais posséder plus que le strict nécessaire et qui était mort paisiblement après avoir rendu ses dernières clés. Sa droiture, son humble refus de l'accumulation et la pureté de son esprit détaché avaient entrouvert une brèche dans la logique de ce temple de la consommation. Ici, il ne s'agissait pas de commerce. Il s'agissait de la culmination d'une vie de sobriété qui réclamait désormais le droit de se fondre dans le grand rien. « Marc-Antoine », la voix résonna comme le frottement de deux pierres. « Tu te tiens au point du silence des linéaires. Ces étagères ne porteront plus de désir. Elles sont l'ossature qui se dissout désormais, pour que les sens s'en retournent sans la charge de l'avoir. » À cet instant, la causalité dévia à Nantes. Je restais là, debout devant mon pilier, ma tablette de mesure à la main, la conscience plus limpide qu'un diamant brut. Mais le Grand Mail n'était plus un chantier.
Je vis comment des vitrines brisées ne sortaient pas des ombres, mais des ondes de paix grises, la patience, l'honnêteté et l'épuisement final de l'employé, absorbé par la figure de granit. La mort n'était pas une faillite, mais la liquidation parfaite d'une âme après avoir servi le vide, la fin d'un cycle qui avait trouvé sa résolution dans l'immobilité totale. L'être leva ses mains de cendre, et pendant une seconde, tout le centre commercial sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Marc-Antoine. Je suis bien réveillé. J'observe l'arpenteur s'effacer, tandis que le premier rayon de soleil touche les débris de verre, alors que le béton retrouve sa froideur inerte. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport de sécurité. J'attendrai que la structure finisse de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant que les pelleteuses ne viennent tout balayer, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie a tout quitté pour s'envoler vers la lumière totale. Le battement suspendu, nuit dans l'atelier du temps. France, aujourd'hui. L'air dans cet atelier de Besançon est sec, filtré, et exhale une odeur d'huile fine, de laiton poli, d'acier trempé, et le parfum froid du rubis synthétique. Je m'appelle Simon. Je ne suis ni horloger ni maître artisan. Je suis l'expert en acoustique chargé d'isoler les vibrations des établis pour que les mécanismes les plus complexes ne soient jamais perturbés par les trépidations de la ville. Ma vie s'écoule entre les microphones de contact, les oscilloscopes et le tic-tac incessant d'un monde qui croit pouvoir emprisonner l'éternité dans un boîtier de platine. Je ne cherchais aucune hantise. J'étais un gardien de la précision, un observateur du rythme dans un monde qui oublie que le temps n'est qu'un souffle que l'on tente de mesurer. Je me trouvais devant une horloge à complications astronomiques, vérifiant l'isochronisme du balancier, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas de mécanisme qui se brisa. Au lieu de cela, tout l'atelier et les milliers de pièces de précision se teintèrent d'un or rose profond et cuivré, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une vapeur de métal précieux immobile. Ce n'était pas un reflet de ma lampe frontale. Le bourdonnement lointain de la cité horlogère ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner les établis en bois de poirier et mes propres instruments comme les cordes d'une harpe d'argent géante. L'atelier cessa d'être un lieu de fabrication. Il se métamorphosa en un vortex de la résonance finale. Le temps s'étira comme le ressort d'un barillet qui n'aurait plus de limite. Au centre de la pièce, juste au-dessus du tour de précision, se matérialisa une présence. Ce n'était pas un esprit tourmenté. C'était l'horloger du souffle ultime, un être qui paraissait fait de lumière cinétique, de fils d'or liquide et du silence d'une seconde qui refuse de s'écouler. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie de cristal de saphir qui absorbait le moindre reflet des établis. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme mécanique et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du sanctuaire semblable à de l'éther pur. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été formées par la délicatesse des engrenages. Cet être n'avait aucune intention de me posséder ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible, j'étais le témoin nécessaire d'une libération définitive. Dans un petit appartement, situé au-dessus de l'atelier, un vieux polisseur de pivot venait de s'éteindre, un homme qui avait passé 40 ans à lisser les imperfections des métaux pour que les montres des autres ne s'arrêtent jamais, et qui était mort paisiblement
après avoir poli sa dernière vis. Sa droiture, son humble perfectionnisme et la pureté de son esprit dévoué avaient ouvert une brèche dans la logique de cet espace de mesure. Ici, il ne s'agissait pas de Musallat au sens sombre. Il s'agissait de la culmination d'une vie de rythme qui réclamait désormais le droit de devenir elle-même l'éternité immobile. Simon, la voix résonna comme la vibration d'un diapason d'acier. Tu te tiens au point du battement suspendu. Ces rouages ne porteront plus de mesures humaines. Ils sont l'armature qui se dissout désormais, pour que l'essence s'en retourne sans la charge de la durée. À cet instant, la causalité dévia à Besançon. Je restais là, debout devant mon oscilloscope, ma sonde à la main, la conscience plus limpide qu'une démonstration géométrique. Mais l'atelier n'était plus un lieu de travail. Je vis comment, des établis, ne sortaient pas des bruits de métal, mais des ondes de paix cuivrées, la patience, la rigueur et l'épuisement final du polisseur, absorbés par la figure de cristal. La mort n'était pas un arrêt cardiaque, mais la synchronisation parfaite d'une âme, après avoir servi le temps, la fin d'un cycle qui avait trouvé sa résolution dans la fluidité totale. L'être leva ses mains d'or, et pendant une seconde, toute la vallée du Doubs sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Simon. Je suis bien réveillé. J'observe l'horloger s'effacer, tandis que le premier rayon de soleil touche les toits de la ville, alors que l'atelier retrouve sa froideur technique. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport acoustique. J'attendrai que l'acier finisse de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant que les artisans ne reviennent, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie est devenue lumière pour s'envoler vers la paix totale. L'écho du savoir, nuit dans la demeure des livres, France, aujourd'hui. L'air dans cette cage d'escalier, étroite et tiède, vibrant encore des échos de la journée, et exhale une odeur de papier recyclé, de café brûlé, de poussière de craie, et le parfum léger du jasmin qui monte de la cour intérieure. Je m'appelle Thomas. Je ne suis ni un étudiant ni un professeur. Je suis le technicien, chargé de l'entretien de la structure, celui qui vérifie la solidité des parquets et l'isolation phonique de ces appartements où la jeunesse rêve d'avenir. Ma vie s'écoule entre les niveaux laser, les tests d'impact et le silence des couloirs quand les examens approchent. Je ne cherchais aucune connexion mystique. J'étais un gardien de la matière, un observateur de la résistance des cloisons, dans un monde qui croit que la voie humaine s'arrête là où le béton commence. Je me trouvais dans l'appartement du 3e étage, juste au-dessus d'une colocation d'étudiants très bruyants, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'en fut pas de plainte de voisinage. Au lieu de cela, tout l'appartement et les étagères de livres se teintèrent d'un orange ambré profond et chaleureux, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une résine liquide et immobile. Ce n'était pas l'éclat d'une lampe de bureau. Le vrombissement lointain des ventilateurs ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner les planches de bois et mes propres outils comme les cordes d'une harpe de cèdre géante. L'immeuble cessa d'être une simple résidence universitaire. Il se métamorphosa en un vortex de la résonance finale. Le temps s'étira, comme la lecture d'une phrase qui contiendrait toute la sagesse du monde. Au centre de la pièce, juste au-dessus du parquet qui me séparait des étudiants du dessous, se matérialisa une présence. Ce n'était pas un spectre de bibliothèque. C'était le gardien des mots partagés, un être qui paraissait fait de parchemin lumineux, d'encre d'or
et du silence d'une découverte intellectuelle. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie, de nacre jaune qui absorbait le moindre reflet des lampadaires. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme studieux et absolu, si puissant qu'il rendait l'air de l'immeuble semblable à de la pensée pure. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été formées par le tournage délicat des pages. Cet être n'avait aucune intention de m'interrompre ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'une transmission définitive. Dans l'appartement du dessous, au milieu du chaos des jeunes universitaires, un vieux professeur émérite qui vivait là, par modestie, venait de s'éteindre. Un homme qui avait passé sa vie à corriger les thèses des autres sans jamais demander de reconnaissance et qui était mort paisiblement après avoir annoté son dernier manuscrit. Sa droiture, son humble passion pour la connaissance et la pureté de son esprit généreux avaient ouvert une brèche dans la logique de cet immeuble sonore. Ici, il ne s'agissait pas de bruit. Il s'agissait de la culmination d'une vie de transmission qui réclamait désormais le droit de devenir elle-même éternité. Thomas, la voix résonna comme le bruissement d'une bibliothèque. Tu te tiens au point de l'écho du savoir. Ces cloisons ne retiendront plus aucune parole humaine. Elles sont la limite qui s'efface désormais, pour que les sens s'en retournent sans la charge du langage matériel. À cet instant, la causalité dévia à Montpellier. Je restais là, debout sur mon escabeau, mon maître ruban à la main, la conscience plus limpide qu'une démonstration mathématique. Mais l'appartement n'était plus un chantier de maintenance. Je vis comment, à travers le parquet, ne sortaient pas des bruits de fête, mais des ondes de paix ambrées, la patience, la rigueur et l'épuisement final du professeur, absorbé par la figure de parchemin. La mort n'était pas une fin de semestre, mais la graduation parfaite d'une âme après avoir servi l'esprit, la fin d'un cycle qui avait trouvé sa résolution dans la clarté absolue. L'être leva ses mains de nacre et, pendant une seconde, tout le quartier universitaire sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Thomas. Je suis bien réveillé. J'observe le gardien s'effacer, tandis que les premières lueurs de l'aube touchent les toits de Montpellier, alors que l'immeuble retrouve sa froideur quotidienne. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport technique. J'attendrai que le bois finisse de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant que les étudiants ne se réveillent pour leur cours, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie est devenue sagesse pour s'envoler vers la lumière totale. L'horizon de fer, nuit sur la cour des murmures. France, aujourd'hui. L'air sur ce petit balcon arrière, au 5e étage, est frais, teinté d'une humidité légère et exhale une odeur de pierre de taille froide, de géranium mouillé, de suie ancienne et le parfum métallique de la pluie qui s'annonce sur les toits. Je m'appelle Raphaël. Je ne suis ni un résident ni un rêveur. Je suis le cordiste spécialisé chargé de vérifier l'intégrité des garde-corps en fer forgé avant le ravalement de la façade. Ma vie s'écoule entre les harnais, les mousquetons et le silence vertical de ces cours intérieures où le temps semble s'être arrêté entre deux murs de briques. Je ne cherchais aucune élévation spirituelle. J'étais un technicien du vide, un observateur de la stabilité des apparences dans un monde qui oublie souvent de regarder ce qui se cache derrière ses propres façades. Je me trouvais accroupi sur le balcon arrière d'un appartement vide, testant la résistance d'un montant rouillé, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas de chute ni de vertige. Au lieu de cela,
toute la cour intérieure et les toits de zinc se teintèrent d'un argent liquide profond et lunaire, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une brume de mercure immobile. Ce n'était pas un éclair d'orage. Le bruit lointain d'une sirène dans une avenue parisienne ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner les barres de fer et mes propres cordes de rappel comme les cordes d'une harpe d'acier géante. Le balcon cessa d'être une plateforme précaire. Il se métamorphosa en un vortex de l'envol final. Le temps s'étira comme la vue infinie depuis un sommet que personne n'a jamais gravi. Au centre de l'espace, étroit, juste au-dessus de la balustrade, se matérialisa une présence. Ce n'était pas une créature ailée issue des légendes. C'était le libérateur des hauteurs, un être qui paraissait fait de vent solidifié, de nuages de graphite et du silence d'un oiseau qui a enfin trouvé son nid. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie, d'ardoise bleue qui absorbait le moindre reflet des lumières lointaines. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme aérien et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du balcon semblable à du cristal pur. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été façonnées par la patience des courants d'air. Cet être n'avait aucune intention de me précipiter dans le vide ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'une déliaison définitive. Dans un studio de l'autre côté de la cour, un vieil accordeur de piano venait de s'éteindre. Un homme qui avait passé sa vie à chercher la note parfaite pour les autres sans jamais pouvoir composer sa propre mélodie, et qui était mort paisiblement après avoir fermé son dernier piano à queue. Sa droiture, son humble recherche de l'harmonie et la pureté de son esprit dévoué avaient ouvert une brèche dans la logique de cet immeuble de pierre. Ici, il ne s'agissait pas d'une chute. Il s'agissait de la culmination d'une vie de justesse qui réclamait désormais le droit de quitter la structure terrestre pour rejoindre l'éther. Raphaël. La voix résonna comme la vibration d'une corde de piano dans le froid. Tu te tiens au point de l'horizon de fer. Ces balustrades ne retiendront plus aucun corps. Elles sont l'appui qui s'efface désormais pour que l'essence s'en retourne sans la charge de la pesanteur. À cet instant, la causalité dévia à Paris. Je restais là, accroché à mon harnais, la conscience plus limpide que l'acier de mes outils. Mais le balcon n'était plus un lieu technique. Je vis comment, des toits environnants, ne sortaient non pas des fumées, mais des ondes de paix argentées, la précision, la modestie et l'épuisement final de l'accordeur, absorbé par la figure de vent. La mort n'était pas un accident, mais l'accord parfait d'une âme après avoir servi le son, la fin d'un voyage qui avait trouvé sa résolution dans la vibration absolue. L'être leva ses mains d'ardoise et, pendant une seconde, tout le quartier haussmannien sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Raphaël. Je suis bien réveillé. J'observe le libérateur s'effacer tandis que le premier rayon de soleil frappe les cheminées, alors que le balcon retrouve sa froideur urbaine. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport d'expertise. J'attendrai que le fer forge finisse de respirer, ce dernier souffle d'éternité, avant que les ouvriers ne reviennent peindre la façade, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie s'est affranchie du sol pour s'envoler vers la lumière totale. Le sillage de l'éternité nuit sur l'asphalte des passages, France, aujourd'hui. L'air sur cette terre de repos déserte est vif, chargé de la fraîcheur des montagnes.
et exhale une odeur de gomme brûlée, de goudron refroidi, de caféine amère et le parfum sec de la liberté qui s'étire à l'infini. Je m'appelle Julien. Je ne suis ni un routier fatigué, ni un touriste pressé. Je suis le technicien de maintenance du réseau, celui qui vérifie l'état des glissières de sécurité et l'éclairage des échangeurs quand le monde est en mouvement. Ma vie s'écoule entre les balises réfléchissantes, les cônes de signalisation et le souffle puissant des camions qui déchirent le silence de la nuit. Je ne cherchais aucune rencontre spirituelle. J'étais un gardien de la fluidité, un observateur de la trajectoire des hommes, dans un monde qui croit que le voyage s'arrête là où la voiture se gare. Je me trouvais près d'une borne d'appel d'urgence, vérifiant le signal de transmission, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas de freinage brutal ou de choc. Au lieu de cela, toute la chaussée et les herbes folles du bas-côté se teintèrent d'un or cuivré profond et incandescent, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une poussière de soleil immobile. Ce n'était pas le reflet des phares lointains. Le vrombissement régulier des moteurs ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner les barrières de métallique et mes propres outils comme les cordes d'une harpe de bronze géante. L'autoroute cessa d'être un ruban de transport. Elle se métamorphosa en un vortex de la transition finale. Le temps s'étira comme une ligne blanche qui se perd dans le brouillard matinal. Au centre de l'air, juste devant la petite boutique fermée, se matérialisa une présence. Ce n'était pas un autostoppeur égaré. C'était le conducteur des âmes errantes, un être qui paraissait fait de lumière cinétique, de traînées de comètes et du silence d'une route qui ne connaît pas de fin. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie, d'ambre sombre, qui absorbait le moindre éclat des lampadaires. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme dynamique et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du passage semblable à du gaz pur. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été sculptées par la vitesse pure. Cet être n'avait aucune intention de m'arrêter dans ma course ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'un départ définitif. Dans une petite maison de village surplombant l'autoroute, un ancien chauffeur de car scolaire venait de s'éteindre. Un homme qui avait passé 40 ans à mener des générations d'enfants à bon port, avec une prudence exemplaire et un sourire constant, et qui était mort paisiblement après avoir garé son dernier véhicule. Sa droiture, son humble responsabilité envers la vie des autres et la pureté de son esprit dévoué avaient ouvert une brèche dans la logique de cet asphalte froid. Ici, il ne s'agissait pas d'accident. Il s'agissait de la culmination d'une vie de guidage qui réclamait désormais le droit de devenir elle-même le voyage infini. Julien, la voix résonna, comme le frottement du vent sur une carrosserie. Tu te tiens au point du sillage de l'éternité. Ces routes ne retiendront plus aucun moteur. Elles sont le chemin qui s'efface désormais, pour que l'essence s'en retourne sans la charge de la destination. À cet instant, la causalité dévia sur la 75. Je restais là, debout devant ma borne, ma pince à la main, la conscience plus limpide qu'une nuit sans lune. Mais l'autoroute n'était plus un lieu de transit. Je vis comment des glissières de fer ne sortaient pas des reflets, mais des ondes de paix cuivrées, la patience, la vigilance et l'épuisement final du chauffeur, absorbés par la figure de lumière. La mort n'était pas une panne mécanique, mais la vitesse de libération parfaite d'une âme après avoir servi le mouvement,
la fin d'un itinéraire qui avait trouvé sa résolution dans la fluidité totale. L'être leva ses mains d'ambre et, pendant une seconde, tout le plateau de l'Aubrac sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Julien, je suis bien réveillé. J'observe le conducteur s'effacer, tandis que les premières lueurs de l'aube touchent l'asphalte, alors que l'air de repos retrouve sa froideur fonctionnelle. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport de maintenance. J'attendrai que la route finisse de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant de remonter dans ma camionnette, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie est devenue trajectoire pour s'envoler vers la lumière totale. Le prisme de l'infini nuit sur la cime des éclats, France, aujourd'hui. L'air à cette altitude est rare, glacé, et exhale une odeur de roche nue, de neige soufflée, d'ozone pur et le parfum métallique du cuivre froid des télescopes. Je m'appelle Émile, je ne suis ni astronome ni chercheur. Je suis l'opticien de précision, chargé de polir les lentilles de cristal et de vérifier l'alignement des miroirs de quartz pour que le regard de l'homme ne soit jamais troublé par une impureté. Ma vie s'écoule entre les poudres abrasives, les interféromètres et le silence absolu des sommets où l'univers semble à portée de main. Je ne cherchais aucune présence céleste, j'étais un gardien de la clarté, un observateur de la réfraction de la lumière dans un monde qui oublie souvent de lever les yeux. Je me trouvais dans la grande coupole, ajustant la focale d'un instrument ancien, mais d'une précision inégalée, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas d'orage magnétique. Au lieu de cela, toute la structure de l'observatoire et les neiges environnantes se teintèrent d'un blanc bleuté profond et iridescent, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une lumière solide et immobile. Ce n'était pas un reflet des étoiles. Le sifflement du vent sur la crête ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner la coupole et mes propres instruments comme les cordes d'une harpe de cristal géante. L'observatoire cessa d'être un centre de recherche. Il se métamorphosa en un vortex de la réfraction finale. Le temps s'étira comme un rayon lumineux qui traverse un vide parfait. Au centre de la salle, juste sous l'objectif principal, se matérialisa une présence. Ce n'était pas une figure imposante, c'était l'enfant de l'éclat éternel, un être qui paraissait fait de givre lumineux, de poussière de comète et du silence d'une étoile qui naît. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie, de diamant pur qui absorbait le moindre reflet des nébuleuses. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme enfantin et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du sommet semblable à du vide stellaire. Ses mains étaient petites et semblaient en avoir été façonnées par la délicatesse des photons. Cet être n'avait aucune intention de me posséder ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'une ascension définitive. Dans une petite maison de la vallée, un jeune garçon, d'une sagesse étonnante et d'une curiosité sans limite pour le ciel, venait de s'éteindre. Un enfant qui avait passé ces quelques années à dessiner des constellations et à rêver d'un monde sans frontières, et qui était mort paisiblement après avoir vu sa dernière étoile filante. Sa droiture, son humble innocence et la pureté de son esprit dévoué à l'émerveillement avaient ouvert une brèche dans la logique de cet observatoire de pierre. Ici, il ne s'agissait pas de saints, djinns ou de créatures sombres. Il s'agissait de la culmination d'une vie de lumière
qui réclamait désormais le droit de devenir elle-même une part de l'infini. Émile, la voix résonna comme le tintement d'un cristal de roche. Tu te tiens au point du prisme de l'infini. Ces lentilles ne contiendront plus de matière terrestre. Elles sont le canal qui se purifie désormais, pour que l'essence s'en retourne sans la charge de la gravité. À cet instant, la causalité dévia au pic du midi. Je restais là, debout devant mon télescope, mon chamois à la main, la conscience plus limpide qu'une nuit sans lune. Mais l'observatoire n'était plus un lieu technique. Je vis comment, à travers l'objectif, ne sortaient pas des images de galaxies, mais des ondes de paix bleutées, la patience, l'émerveillement et l'épuisement final de l'enfant, absorbé par la figure de givre. La mort n'était pas une chute organique, mais la focalisation parfaite d'une âme, après avoir servi la beauté, la fin d'un cycle qui avait trouvé sa résolution dans la clarté totale. L'être leva ses petites mains de diamant, et, pendant une seconde, toute la chaîne des Pyrénées sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Émile. Je suis bien réveillé. J'observe l'enfant s'effacer, tandis que le premier rayon de soleil frappe la coupole, alors que l'observatoire retrouve sa froideur scientifique. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon rapport de maintenance. J'attendrai que les vers finissent de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant que les astronomes ne reviennent, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie est devenue étoile pour s'envoler vers la lumière totale. Le chant des abysses nuit sur la grève de verre. France, aujourd'hui. L'air sur cette plage isolée est saturé d'iode, piquant, et exhale une odeur d'algues fraîches, de sel marin, de bois flotté et le parfum froid de l'immensité atlantique. Je m'appelle Tristan. Je ne suis ni un vacancier ni un randonneur. Je suis l'océanographe chargé de relever les balises de marée avant la tempête saisonnière. Ma vie s'écoule entre les capteurs de pression, les cartes bathymétriques et le grondement sourd des vagues qui sculptent le littoral. Je ne cherchais aucune communion mystique. J'étais un gardien des données, un observateur des forces physiques dans un monde qui croit que l'eau n'est qu'une surface à traverser. Je me trouvais près de ma tente de campement, installé sur une dune surplombant la grève, quand l'architecture de la réalité bascula. Il n'y eut pas de déferlante soudaine. Au lieu de cela, tout l'océan et les rochers de granit se teintèrent d'un vert émeraude profond et luminescent, une couleur si dense qu'elle semblait transformer l'air en une substance saline et immobile. Ce n'était pas un reflet de la lune. Le fracas, habituel du ressac, ne s'arrêta pas, mais son timbre se distordit pour devenir une fréquence vibratoire massive, une note si grave qu'elle fit résonner le sable et mes propres équipements comme les cordes d'une harpe de corail géante. La plage cessa d'être un lieu de campement. Elle se métamorphosa en un vortex de la submersion finale. Le temps s'étira comme le reflux d'une marée qui ne reviendrait jamais. Au bord de l'eau, là où l'écume dessine des dentelles éphémères, se matérialisa une présence. Ce n'était pas une créature des abysses, c'était le navigateur du flux éternel, un être qui paraissait fait d'eau cristallisée, de nacre liquide et du silence d'une perle qui se repose dans sa coquille. Il n'avait pas de visage, seulement une surface lisse et polie, d'obsidienne verte, qui absorbait le moindre éclat des étoiles. Il n'irradiait aucune chaleur, mais un calme fluide et absolu, si puissant qu'il rendait l'air du rivage semblable à de l'éther marin. Ses mains étaient longues et semblaient avoir été formées par le poli des galets. Cet être n'avait aucune intention de m'emporter
ou de s'en prendre à moi. Il n'y avait aucun dessein contre ma santé, mon intégrité physique ou mes sens. Je n'étais pas une cible. J'étais le témoin nécessaire d'une dérive définitive. Dans un petit phare situé sur l'îlot voisin, un vieux gardien, dernier de sa lignée, venait de s'éteindre. Un homme qui avait passé 40 ans à guider les navires vers le port sans jamais quitter sa tour de pierre, et qui était mort paisiblement après avoir éteint sa lanterne pour la dernière fois. Sa droiture, son humble sacrifice pour la sécurité d'inconnus et la pureté de son esprit vigilant avaient ouvert une brèche dans la logique de cette côte sauvage. Ici, il ne s'agissait pas de naufrage. Il s'agissait de la culmination d'une vie de lumière qui réclamait désormais le droit de se fondre dans l'immensité bleue. Tristan, la voix résonna comme le chant d'une baleine dans le lointain. Tu te tiens au point du chant des abysses. Ces rivages ne retiendront plus aucune veille. Ils sont le seuil qui s'efface désormais, pour que les sens s'en retournent sans la charge du phare. À cet instant, la causalité dévia en Bretagne. Je restais là, debout sur la dune, ma lampe de poche à la main, la conscience plus limpide qu'une eau de source. Mais la plage n'était plus un campement. Je vis comment, de l'océan vert, ne sortirent pas des vagues, mais des ondes de paix émeraude, la patience, la rigueur et l'épuisement final du gardien, absorbé par la figure de cristal liquide. La mort n'était pas un effondrement organique, mais la dilution parfaite d'une âme, après avoir servi la clarté, la fin d'une veille qui avait trouvé sa résolution dans la fluidité totale. L'être leva ses mains de nacre et, pendant une seconde, tout le littoral breton sembla s'élever dans un océan de sérénité sans fin. Je suis toujours Tristan. Je suis bien réveillé. J'observe le navigateur s'effacer, tandis que le premier rayon de soleil frappe la crête des vagues, alors que le sable retrouve sa froideur minérale. Je ne mentionnerai rien d'anormal dans mon relevé océanographique. J'attendrai que l'océan finisse de respirer ce dernier souffle d'éternité, avant de replier ma tente, sans savoir qu'ici même, cette nuit, une vie est devenue mer pour s'envoler vers la lumière totale.